Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, Mardi Noir, nous allons répondre à la question de Florence qui va intéresser tous les étudiants en psycho. Florence se demande s'il est possible d'être un bon psy sans avoir soi-même vécu, je cite, des moments difficiles, des traumatismes, sans être passé par l'état de détresse que peut vivre un patient. La question de Florence est fondamentale. Elle pose la question de la pratique psychanalytique, les fondations du désir d'une personne à devenir psychanalyste ou du moins psychothérapeute. Et est-ce que ce désir est forcément relié à une histoire tragique ? Mais avant d'évoquer tout ça, la question qui nous est posée ici fait écho à une réflexion qui traverse aussi notre époque actuelle. Est-il possible d'entendre, d'écouter, d'analyser, de comprendre des personnes concernées par une situation sans être en rapport soi-même avec la dite situation ? Avec ce postulat, seules des personnes violées pourraient écouter les victimes de viol et seules des personnes vivant le racisme seraient en capacité d'entendre la détresse des victimes de ce même racisme. Et c'est une vraie question. Je crois pour autant qu'il ne faut pas confondre ce qui fait communauté de souffrance, de couleur, de sexe, de genre, et qui peut avoir des vertus thérapeutiques, dans le sens où se retrouver entre personnes concernées par des difficultés similaires, ça peut soigner. Il ne faut pas confondre ça avec l'expérience psychanalytique. Être en lien avec des personnes qui ont le même style de vécu, cela peut soutenir une identification. La douleur peut s'alléger dans ce qui fait semblant d'être comme les autres. Ça se situe dans l'imaginaire, au sens lacanien du terme, c'est-à-dire au niveau narcissique. Moi et les autres, nous partageons des expériences communes et cela peut penser les blessures à l'ego. Cela permet de se fondre un peu dans la masse dont on a le sentiment qu'elle nous comprend. Écoutez, je vais vous faire un petit aveu. Bon, j'ai déjà évoqué pas mal de fois ma phobie du vomi. Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Vous avez une phobie du vomi ? Oui, bon, donc, et à la vingtaine, en parallèle de mon analyse, je m'étais inscrite sur un forum dont le nom ne laissait aucune place au doute, emetophobie.org. Donc un forum avec des sujets de discussion autour de la phobie du vomi. C'était absolument délicieux, la plupart des posts s'intitulaient « J'ai mangé un yaourt périmé depuis hier, je viens de m'en rendre compte, est-ce que vous pensez que je vais vomir ?» Les réponses se voulaient rassurantes, une armée d'émétophobes déployait toute sa conviction pour consoler le soldat au front avec son yoplait à la fraise périmé depuis 12 heures dans l'estomac, pour lui jurer que non, que ça va aller, qu'il respire, que bien sûr il ne va pas vomir. Une belle illustration du concept lacanien de jouissance dont on parlait dans le précédent épisode. Exactement. Je reprends sur mon petit forum. Une fois la personne rassurée, on passait à une autre qui évoquait sa chichi du jour, chichi signifiant chiasse. Mais chiasse, bon, vous comprenez, c'est trop violent, ça donne trop envie de vomir. Donc, on disait chichi. Bref, croyez-le ou non, j'étais complètement accro à ce forum. J'y ai passé 2 ans de ma vie. Ça ne m'a pas du tout aidé à me sortir de la phobie, mais à un moment de solitude intense, ça m'a permis de me sentir moins seule et ça m'a aussi donné envie de m'en sortir parce que je ne me voyais pas passer le restant de mes jours entre hémétophobes qui scrutent leur moindre gargouillis. Donc comme vous le disiez, finalement, les groupes, c'est bien. Oui, pour l'effet miroir, pour l'illusion de se comprendre, mais pour ce qui est d'un travail psy, Lacan disait « gardez-vous de comprendre ». Il mettait en garde sur le fait de ne pas sauter sur le sens. En gros, si vous pensez avoir compris, vous avez sûrement tort. Sur ce forum, on était tous ou presque traumatisés par un vomi en particulier. Un jour, on a vomi et ça a marqué le début de la phobie. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en fait. Qu'est-ce qui fait que c'était pas au vomi précédent, par exemple ? La psychanalyse va chercher les petites irrégularités singulières, les aspérités, ce qui distingue radicalement un sujet d'un autre pour permettre au sujet de prendre en compte et en charge ses propres impasses. Donc faut-il pour autant choisir un psy qui n'a rien à voir avec soi ? En fait, je ne vais pas être si catégorique, parce que de toute façon, il y a bien quelque chose qu'on a en commun avec ces patients quand on est psy. C'est d'avoir fait l'expérience de la cure. Je sais bien que ce n'est pas partagé par tous les courants psychologiques, mais je parle ici principalement du courant psychanalytique, et même si Lacan nous dit que
que le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même, c'est à mon sens une façon de dire que le psychanalyste ne s'autorise qu'à avoir éprouvé et analysé lui-même ce qui a traversé sa propre psychanalyse. C'est le principal appui sur lequel les psys peuvent se soutenir, d'être passés par cette épreuve de l'analyse, du langage, du décalage. C'est-à-dire que le psy a fait l'expérience de sa singularité et il la suppose à ses patients. Il a le même désir de la voir émerger, il ne souhaite pas ramener son patient à une masse informe et indistincte. La psychanalyse, c'est une enquête signifiante du sujet par le sujet lui-même qu'il adresse à un psy. Donc si je comprends bien, ce qui est important, c'est pas tant d'avoir la même histoire ou le même vécu, mais en tout cas de partager la même volonté de recherche de sa singularité. Oui, je crois même que partager la même histoire qu'un patient peut s'avérer au contraire illusoire si le psy n'est pas suffisamment analysé. Il ne faudrait pas que le psy soit trop ramené à lui, soit trop dans l'illusion de comprendre ce qui se joue pour son patient à la lumière de sa manière d'avoir traité une souffrance en apparence similaire. Au fond, la question de Florence touche à l'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir sa douleur. C'est précisément ce que l'on se garde de faire quand on est psy. Nous ne sommes pas à la place de nos patients. Ne pas être empathique ne signifie nullement être malveillant. Un psy ne manque pas de bienveillance ou d'accueil à l'égard de certains patients, et s'il joue de l'empathie, il y repense ensuite pour savoir s'il ne s'est pas laissé happer par sa propre histoire. Bien sûr que ça peut arriver d'être touché, de se faire un peu embarquer par le patient, mais le tout c'est de pouvoir contrôler sa pratique et rectifier le tir rapidement, ne serait-ce que parce qu'on en a parlé en supervision. Au fond, peu importe que le psy ait vécu des tragédies, des traumatismes, des moments difficiles. Déjà pour ces derniers, qui n'en vit pas? Ce qui compte, c'est de les avoir mis au travail en présence d'un psy. Parce que cette expérience est unique. Toute la théorie du monde ne pourra résumer ou qualifier convenablement le transfert, à savoir le fait de confier notre histoire à un sujet supposé en savoir plus que nous sur nous. C'est cette expérience du transfert que le psy a en commun avec ses patients. Il y a aussi été soumis, il l'a ressenti dans sa chair. L'occasion de vous signaler que nous avons consacré un épisode au transfert. Nous mettrons le lien dans la description de ce podcast. Merci Mardi Noir et à la semaine prochaine. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Marius Sor, la musique est signée Sable Blanc.